Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Depuis un certain temps, nous entendons de la bouche du président de la République le fait que la France doit se transformer avec une économie de guerre. Aujourd'hui, nous allons étudier ce qu'est une économie de guerre et comment la mobilisation des 27 pays européens pour l'Ukraine pourrait permettre cette économie de guerre alors qu'elle n'est pas unanime. Au moment où le front ukrainien menace de craquer, Volodymyr Zelensky se serait volontiers passé des accrochages publics entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Première offensive sur les livraisons d'armes, l'Allemagne se gauche de la faible aide militaire française à l'Ukraine et publie des chiffres ronflants. Les Allemands agrègent à leurs chiffres des pansements et des casques, et nous livrons des armes efficaces, réplique-t-on du côté français. Deuxième round, quand le 26 février, le président Macron dit qu'il n'exclut rien, pas même l'envoi de troupes pour soutenir l'Ukraine. Le chancelier Scholz répète à l'envi qu'il n'enverra jamais des soldats de la Bundeswehr en Ukraine. Ce matin, ce 18 mars 2024, M. Macron, dans une interview, dans un journal, nous indique qu'il va envoyer des troupes en Ukraine. Cette escalade verbale dissimule mal un échec européen. Les 27 ministres de la Défense de l'Union européenne n'ont pas tenu leur engagement. Il y a un an, ils promettaient de livrer 1 million de munitions, essentiellement des obus de 155 mm à l'Ukraine. Force est de constater que les retards se sont accumulés. L'Ukraine a aujourd'hui besoin de 200 000 obus de 155 mm par mois. Cela représente 2,5 millions d'obus par an, rappelle Joseph Borrell, le haut représentant pour les affaires étrangères de l'Europe. Si nous voulons aider l'Ukraine, nous devons être capables de faire ça, car cela ne va pas tomber du ciel. Actuellement, l'Europe fournit environ 80 000 obus par mois. On est loin du compte. Que s'est-il passé? Thierry Breton, le commissaire qui possède l'industrie de défense dans son large portefeuille, a pris son bâton de pèlerin et a fait le tour des usines de production d'armement en Europe. Il a identifié des goulets d'étranglement, la poudre, faciliter les solutions et les innovations, notamment pour ne plus dépendre du coton poudre chinois, qui conditionnait la fabrication de la nitroglycérine. Un nouveau procédé a été mis au point par la société finlando-norvégienne Nammo. Les industriels ont joué le jeu. 25 projets européens ont été retenus pour booster la production de poudre. Théoriquement, la base industrielle européenne permettrait aujourd'hui de fabriquer 1 million d'obus par an et pourrait passer à 2 millions par an en 2025. Sauf que les États membres n'ont pas assez utilisé la possibilité qui leur a été offerte de procéder à des achats communs. Les contrats ont été insuffisants. On se retrouve donc dans la position inverse à celle des vaccins. À l'époque, la Commission avait passé les contrats, mais la production ne suivait pas. Cette fois-ci, l'outil de production est prêt, mais les contrats aux industriels n'ont pas suivi. Il faut parler aussi de la réserve stratégique. Le nouvel objectif, c'est de fournir 1,1 million de munitions d'ici la fin de l'année, annonce Thierry Breton, qui propose désormais aux 27 une stratégie industrielle d'armement digne de ce nom. Il n'est pas acceptable que 78% des équipements militaires achetés par les Européens depuis le début du conflit européen-ukrainien ont été produits par les non-européens. Les achats aux Américains représentent 65% des commandes. Pour une seule raison, commente le commissaire européen. Les Américains disposent d'un mécanisme qui leur permet à la fois de passer des commandes et de constituer des réserves supplémentaires pour l'armée américaine ou pour les besoins des Alliés en cas de coup dur. Les Européens n'ont pas de telles réserves. Dans la panoplie des outils proposés par Thierry Breton,
Il y aura donc l'équivalent européen d'une réserve stratégique avec un bonus financier européen. Dans les années à venir, les 23 membres européens de l'OTAN vont consacrer 2% de leur PIB aux dépenses militaires dans ce cadre. Cela représente un afflux de 143 milliards d'euros en plus des 240 milliards actuellement attribués aux dépenses militaires en Europe. Cette prise de conscience du risque existentiel en Europe doit nous permettre d'accélérer notre capacité à travailler ensemble, notre intérêt, et que ces investissements profitent à nos usines européennes. C'est de l'emploi et de la prospérité, rappelle Breton. Il n'est pas certain que Washington, Trump et Biden apprécient cette reprise en main. Les Américains ont ardemment combattu la création d'un fonds européen de la défense pour la recherche et l'innovation doté de 7,9 milliards d'euros. Mais cette fois, Washington ne pourra pas forcément compter sur les pays de l'Est pour trouver les oreilles attentives à leur intérêt. La Commission propose une panoplie d'outils juridiques et un bonus aux États qui accepteraient de produire ensemble. Le budget est mince, 1,5 milliard d'euros uniquement, mais les coopérations intra-européennes permettraient de réelles économies d'échelle dans un contexte où la ressource publique est rare. Car c'est bien le malheur des Européens, là où les Américains ont un seul donneur d'ordre, le Pentagone, les Européens se dispersent entre 27 ministères de la Défense qui commandent des armes qui doublonnent. L'accueil du plan breton a été bon chez les 27. Seul Berlin a exprimé les réticences à ce stade. En effet, Berlin, depuis 1945, est affilié à l'Amérique et uniquement à l'Amérique. Ce n'est pas être anti-américain que de mesurer la montée inexorable de l'isolationnisme outre-Atlantique, plaide Nathalie Loiseau, la présidente de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen. Dans son ouvrage Si l'Europe n'existait pas aux éditions de l'Observatoire, l'ancienne ministre des Affaires étrangères alerte. Ce n'est pas sous-estimer la puissance des États-Unis que constater que si la Chine décidait de prendre Taïwan par la force, Washington ne serait pas en mesure de nous venir en aide en cas de crise. Le Pentagone a officiellement abandonné l'objectif d'être capable de soutenir deux guerres en même temps. Mais qui peut, en Europe, se permettre de dépenser des sommes aussi importantes dans l'outil de défense? La France est exsangue, avec son déficit abyssal. L'Allemagne a décidé seule un effort de modernisation de son armée de 100 milliards d'euros. Des voix s'élèvent, comme celle de la première ministre estonienne, Kaja Kallas, pour réclamer un nouvel emprunt commun de 100 milliards d'euros pour faire face à une menace qui est commune. Elle a reçu le soutien du président français, du Premier ministre belge Alexander De Croo. Le chancelier Scholz se campe pour l'heure sur un refus de principe. La Commission européenne, quant à elle, lorgne les intérêts produits par les avoirs gelés publics russes, 17 milliards d'euros. Mais Paris et Berlin tordent le nez, craignant que cette ponction, au titre des réparations de guerre dues à l'Ukraine, ne fasse fuir les investisseurs étrangers. Alors au niveau de l'industrie européenne, quelles sont les difficultés que nous pouvons voir et surtout les difficultés de coopération? Avec cette guerre en Ukraine, l'industrie de l'armement européenne se réveille, mais timidement et tardivement. L'affaire remonte au milieu des années 2000. Si elle n'avait pas coûté plus de 200 millions d'euros à l'État français pour rien, elle ferait sourire. Sur le papier, l'idée était pourtant séduisante. Pour gagner du temps et réaliser des économies, la France et la Grande-Bretagne, alors encore dans l'Union européenne, avaient choisi de mutualiser la conception et la construction de 3 porte-avions, 2 pour Londres, 1 pour Paris. Après tout, les deux pays sont membres de l'OTAN et disposent des 2 marines de guerre les plus puissantes du vieux continent. Quant aux responsables politiques français, de Jacques Chirac à Emmanuel Macron, mais c'est la même chose côté britannique, ils passent leur temps à célébrer leur alliance sur le plan militaire, avec cette idée, se retrouver ensemble autour d'un beau projet
après des siècles d'affrontements sur les mers, voilà qui a beaucoup d'allure. Et puis, patatras, l'entreprise n'a jamais vu le jour. Les Britanniques n'ont pas joué le jeu. Les Français étaient trop gourmands et se sont retirés du programme en catastrophe avec une lourde facture à la clé. L'histoire de ces porte-avions franco-britanniques est le symbole de ces 1000 projets de l'industrie de défense européenne où se mêlent les rivalités nationales générant retard et ratage en série. Et oui, un autre exemple en 2021, alors que la Grèce s'est engagée depuis plusieurs années dans un plan de renouvellement complet de sa flotte militaire vieillissante, des investissements de plusieurs dizaines de milliards d'euros sur 2 décennies, les Européens ont préféré jouer chacun leur partie. Face à l'offre américaine pour le remplacement de plusieurs frégates, Athènes avait ainsi plusieurs propositions de ses partenaires sur la table. La France, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie étaient en compétition. Un contrat 3 milliards d'euros pour 3 frégates, finalement remporté sur la corde par le français Naval Group. Autre exemple plus récent, il y a quelques mois, le français Safran, qui avait des vues sur la société italienne Microtecnica, équipement pour les avions de chasse et hélicoptères, a dû renoncer, le gouvernement italien mettant son veto à la vente au nom de la souveraineté nationale. Face aux États-Unis, qui dominent le secteur de l'armement, ils regroupent 42 des 100 principaux producteurs d'armes de la planète, lesquels engrangent plus de la moitié du chiffre d'affaires mondial. L'Europe dispose pourtant d'un bel outil industriel. Elle compte 26 grandes entreprises sur les 100 premières mondiales et des milliers de PME. Mais entre partenaires, les synergies sont extrêmement compliquées, d'autant que certaines considérations morales viennent polluer l'émergence de champions. Au début de la guerre en Ukraine, le Premier ministre de Lettonie avait poussé une grosse colère quand une banque suédoise avait refusé de prêter des fonds à une entreprise d'armement locale au nom de la responsabilité sociale, qui l'empêchait de prêter de l'argent à une firme d'armement. Autre exemple, Berlin surveille ainsi scrupuleusement la destination de chaque exportation. Pendant plusieurs années, l'Allemagne, chef de file de l'Eurofighter avec le britannique BAE System, le franco-germano-espagnol Airbus Defence Space et l'italien Leonardo, a bloqué la vente de 48 appareils à l'Arabie Saoudite en raison de la guerre qu'elle mène au Yémen et de l'assassinat du journaliste Yamal Khashoggi. Un contrat finalement autorisé il y a quelques semaines, mais qui provoque un séisme politique au sein de la coalition d'Olaf Scholz avec des Verts hostiles à cette vente. Des préventions qui n'entrent pas dans le radar des Français, dont l'industrie de défense vient de décrocher la seconde place mondiale à l'exportation devant la Russie, mais qui affiche aussi des faiblesses, même si elle conserve de très belles entreprises dans l'industrie de la défense avec quelques champions Airbus, Dassault Aviation, Nexter, Naval Group, MBDA, Thales ou Safran. Ces performances ne reposent que sur quelques produits phares comme le canon César ou le Rafale, dont les ventes à l'étranger ont représenté en 2022 les 2 tiers des 27 milliards d'euros d'exportation. Vous avez une petite vidéo sur ma chaîne qui explique tout cela. Et sur quelques pays clients, l'industrie française de l'armement est de plus en plus dépendante des pays du Moyen-Orient. Reste le choix de chacun des 27 qui en ce domaine ne donne pas forcément la priorité aux industriels du continent. La Pologne, qui dépense 4% de son PIB pour la défense, n'achète ainsi quasiment que du matériel américain ou sud-coréen. Elle devrait acheter environ 32 avions de combat F-15EX américains dans les prochains mois. La guerre en Ukraine a spectaculairement démontré ses faiblesses. Alors que Moscou lançait son offensive, les stocks européens étaient vides. Avec cette conséquence, la dépendance américaine, avant la guerre en Ukraine, 60% des équipements militaires en Europe étaient achetés hors du continent. Depuis le début de l'offensive russe, cette dépendance s'est renforcée. Seuls 25% des équipements militaires achetés
par les 27 l'ont été dans des entreprises européennes et 68% aux entreprises américaines. L'origine de ces faiblesses est connue. Les années de vache maigre budgétaire, mais aussi surtout l'héritage de la chute du mur de Berlin qui a fait croire aux Européens qui n'auraient plus à défendre leur sol. À la chute de l'URSS, c'était un peu la fin de l'histoire en matière de défense européenne, analyse l'expert en armement Marc Chassilian. On a adapté nos armées aux nouvelles menaces, le terrorisme et quelques engagements lointains. Pour la France, cela s'est manifesté de manière spectaculaire. Entre la période de la guerre froide et aujourd'hui, le poids de l'armée en matériel et en hommes a été divisé par 3. On disposait de 600 avions de combat. On en a 170 aujourd'hui. À cette époque-là, la France consacrait 3,5% de son PIB à la défense contre 1,9% aujourd'hui. On produisait pour nos forces 1400 chars AMX-30 pendant des décennies 1960-1970 contre 400 chars Leclerc pendant les décennies 1990-2000. L'Europe semble avoir pris conscience de ces retards. Elle a mis en ordre de marche ses industriels. Un exemple, avant la guerre en Ukraine, la capacité annuelle de production européenne de munitions était de 500 000. Elle devrait passer à 1,5 million à la fin de 2024 et de 2 millions en 2025. Sur le plan industriel, plusieurs projets d'envergure majeure sont lancés. Le char MGCS, l'avion du futur SCAF, l'Eurodrone. Nos investissements ont été multipliés par 2 entre 2000 et 2024, explique Patrice Kane, PDG de Thales. En France, notre groupe a également recruté pendant ces 3 dernières années 9000 personnes dans le secteur de la défense. Cependant, il y a encore du chemin. La Chine vient d'augmenter le budget de sa défense 213 milliards de dollars de 7,2% pour 2024. Les États-Unis ont adopté un budget exceptionnel de 886 milliards de dollars en 2024. Mais les faiblesses européennes ne sont pas seulement budgétaires, elles sont aussi largement structurelles. En matière d'industrie de défense, les écosystèmes européens sont anciens. Il est urgent que ces acteurs adoptent des pratiques de référence, comme celle du secteur high-tech par exemple, explique Bernard Charles, président du conseil d'administration de Dassault Systèmes, dont le groupe a une présence majeure aux États-Unis. On met parfois des dizaines d'années à produire des équipements en investissant des milliards. Le risque, c'est que le produit soit obsolète au moment où il devient disponible. La révolution industrielle de ce siècle, c'est l'agilité. On peut produire des petites séries avec les coûts peu élevés que permet la production en grande série. Avec la virtualisation du monde, avec les plateformes que nous nous proposons chez Dassault Systèmes, avec l'impression 3D, cela est désormais rendu possible. Il faut aussi ouvrir le jeu et permettre à des entreprises civiles de proposer des solutions militaires frugales et innovantes. Il faut embrasser toutes les innovations, d'où qu'elles viennent. Et de citer l'exemple de la DARPA, l'Agence pour les projets de recherche avancée de la défense aux États-Unis, qui a totalement réorganisé la défense américaine. Regina Dugan, sa patronne d'alors, a redessiné toute l'architecture du secteur en inventant un nouvel écosystème agile et rapide qui a notamment donné naissance à SpaceX et à iRobot. Cette agilité est d'autant plus nécessaire que les conflits changent de nature à très grande vitesse. Ils se jouent dans l'espace, dans le cyber, mais aussi sur le terrain. L'avenir de l'industrie de défense européenne tient aussi à la capacité d'anticiper les futurs théâtres d'opération pour imaginer et concevoir les équipements de demain, poursuit Bernard Charles. Les théâtres ont changé profondément de nature, ils sont devenus multiformes. Si vous définissez mal les missions, vous vous retrouvez avec des équipements inadaptés. On n'a plus forcément besoin d'un énorme bombardier qui détruirait toute une surface, mais de petits drones agiles en essaim.
Le software defined, c'est-à-dire la reconfiguration agile par le logiciel, va révolutionner les équipements militaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. De partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.